Bonjour Jacqueline Gouraud. Bonjour. Vous êtes ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales. Et rien que l'intitulé de ce ministère dit à quel point vous avez été impliqué dans la gestion de la crise des Gilets jaunes, aménagement du territoire, cohésion des territoires. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la crise est en phase de décrue ? Oui, quantitativement, on peut dire que la crise est en phase de décrue. Mais en même temps, je pense que la fracture territoriale, la fracture sociale est quelque chose qui vient de loin, qui a donc une durée déjà très longue, et je ne pense pas que ça s'arrête du jour au lendemain. Un grand débat ne suffit pas à combler cette fracture. Ah, mais c'est très important, le grand débat, parce que ça permet d'exprimer les choses. Mais pas de les corriger. Mais il faudra après trouver les solutions pour corriger. On va parler des solutions ou des tentatives de solutions, mais on voit aujourd'hui encore dans la presse des sondages qui montrent que effectivement cette fracture Paris-Province entre les métropoles et ce qu'on appelle les territoires est très profonde, et elle est plutôt ressentie par la province que par Paris, disons, par les territoires que par les métropoles. Est-ce que vous ressentez ça dans votre ministère et comment est-ce qu'on peut lutter contre ? Oui, bien sûr. Il y a eu un mouvement, je dirais, de rejet de l'évolution de notre société qui n'est pas spécifique à la France, mais avec l'urbanisation massive et peut-être aussi une urbanisation peut-être pas suffisamment encadrée, accompagnée. Et peu d'infrastructures, en tout cas pas suffisamment. Peu de transport, pas suffisamment, de services publics. Toutes ces choses-là ont vraiment se sont entassées, si je puis dire, au cours des années. Et alors, il y a des régions où les choses sont un peu différentes, différemment ressenties, parce qu'il y a des métropoles qui font profiter davantage à leur territoire assez large et d'autres qui sont repliées sur elles-mêmes. L'idéal, c'est quoi la métropole exemplaire, à vos yeux ? Je pense que, par exemple, Toulouse ruisselle, comme on dit, beaucoup plus sur son territoire que d'autres métropoles. Et pourtant, il y a eu des manifestations et des violences, beaucoup de violences. Oui. Mais je pense que la structure industrielle aussi qui est à Toulouse, extrêmement variée, moderne, etc. Quand je suis allée l'autre jour en Corrèze, j'ai vu des petites entreprises qui travaillent, qui sont des sous-traitants de Toulouse. Donc ça, je dirais que ça s'étale assez loin. Mais il y a un problème général, effectivement, de partage, au fond, des richesses sur le territoire français. Et donc, et puis on peut dire que, enfin, personnellement, je pense que le découpage des régions tel qu'il a été fait, avec la création de très grandes régions... 13 grandes régions. Peut-être aussi l'agrandissement des intercommunalités. C'est une erreur. Tout ça est une erreur. Moi, je pense que ça a été fait sans suffisamment penser à l'aménagement du territoire. On a découpé, pour faire des grandes régions, avec l'idée que big is beautiful, et puis finalement, on n'a pas vu les conséquences de tout cela. Donc il faut corriger ça ? Il faut donner des souplesses dans tout cela. C'est quoi des souplesses ? Il faut recréer des régions ou il faut revenir sur le découpage qui avait été fait par François Hollande ? Je ne suis pas sûre qu'il faille revenir, parce qu'il ne faut pas non plus chambouler sans arrêt les choses, parce que ça coûte très cher. Mais en tout cas, il faut gérer autrement, en donnant des assouplissements possibles pour rapprocher le citoyen des centres de décision. Rapprocher le citoyen des centres de décision et de ses élus. Pas mal de gens, dans la majorité, commencent à remettre en cause l'idée du non-cumul des mandats, cette espèce de règle absolue qui fait que lorsqu'on est député, ministre a fortiori, eh bien non, on ne peut pas être maire d'une commune, quelle que soit sa taille. Est-ce qu'il faut revenir là-dessus ? Je ne sais pas bien, j'ose le dire, je ne sais pas bien. Alors, on peut imaginer, bien sûr, que on puisse être maire d'une commune de 500, 1000 habitants et être en même temps député ou sénateur. Après tout, c'est sûrement possible. 1000, après, 2000, 10 000. Voilà. Après, si on revient, si vous posez déjà la bonne question, on va avoir le débat sur à partir de quel niveau, etc. Moi, j'ai été maire d'une commune de 4500 habitants en Loir-et-Cher. Quand j'étais parlementaire, de base, tout allait bien. Aussitôt que j'ai pris des responsabilités au sein du Sénat, que j'ai pris la présidence, par exemple, de la délégation aux collectivités territoriales, bon, je veux dire que beaucoup de choses reposaient sur mon premier adjoint, qui est devenu le maire après. Mais vous gardiez un ancrage très fort avec le territoire et les vrais gens. Oui. Alors, nous ne sommes pas dans le cas de certains pays où il y a un mandat unique. Oui. On peut toujours être
député et conseiller général. Oui. On peut être conseiller régional, mais on ne peut pas avoir d'exécutif. En Angleterre, je veux dire, mère des démocraties, le ministre est forcément un élu et il garde sa circonscription. Oui. C'est un bon exemple? Oui, si, c'est un bon exemple, mais je crois qu'on peut le faire. Mais on aura le débat, parce qu'on ne peut pas quand même être maire de Toulouse et parlementaire. Je ne fais pas de fixette sur Toulouse, mais je pourrais parler de Bordeaux. Mais 10 000 ou 20 000 habitants, ça pourrait faire. En tout cas, certains plaident pour ça. Tous ces changements-là, il faut les mettre en forme comment? Référendum, congrès, succession de lois. Quelle est votre préférence? Ça peut se régler par la loi. Ça peut se régler par le référendum. Le président de la République décidera et sentira... Il y a eu pas mal de ballons d'essai. Le référendum a été lancé en début de semaine. Ça a créé... il a été relancé en début de semaine. Ça a créé beaucoup d'émotions. Oui, vous y croyez? Ce qui a créé l'émotion, je ne crois pas que ce soit le référendum en soi. C'était la concomitance avec les élections européennes. Ça, c'est cela qui a créé l'émotion. Ça, vous êtes contre? Plutôt. Plutôt parce que, vous savez que je suis d'une famille politique très pro-européenne. Le MoDem. Et nous avons une crainte, c'est que le débat européen, qui est très important, soit, déplacé, escamoté vers d'autres préoccupations. Et donc, nous pensons, dans notre famille politique, que ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, référendum peut-être, mais sûrement pas le 26 mai prochain avec les élections. Il y a d'autres thèmes qui doivent sortir du grand débat. Je pense à des thèmes d'économie et de fiscalité. Gérald Darmanin dit, par exemple, aujourd'hui, il faut augmenter les impôts des plus riches, ceux en tout cas qui bénéficient de niches fiscales, pour baisser les impôts de ceux qui en payent et qui sont dans les premières tranches d'impôt sur le revenu. C'est une bonne idée de répondre à un ras-le-bol fiscal en augmentant quelques impôts? En tout cas, il faut poser le sujet. Je crois qu'on ne peut pas vouloir réformer et pas poser les sujets. Ça, c'est très important. Et c'est peut-être nouveau. Parce que parfois, certains commentateurs peuvent dire « Ah ben alors, il parle d'un sujet, tout le monde n'est pas d'accord. » Oui, tout le monde n'est pas d'accord. Et je pense que c'est bien de poser les sujets. Quand vous savez que... Une fois c'est posé, votre point de vue, est-ce qu'il faut augmenter certains impôts sur le revenu pour ceux qui gagnent plus? Moi, je suis très prudente sur l'augmentation des impôts parce que je considère qu'il y a 43% des Français aujourd'hui qui ne paient pas d'impôts. Non, 43% seulement qui payent l'impôt. Pardon. 57% oui, des Français ne payent pas. Pardon, excusez-moi, vous avez raison. Et donc, je pense que l'impôt se concentre sur, au fond, la classe moyenne et la classe moyenne supérieure. Donc je pense qu'il faut faire très attention de ne pas alourdir cette classe moyenne ou cette classe moyenne supérieure. Alors après, qu'on touche à la tranche des gens qui sont les 2 ou 3% les plus riches en France, c'est un autre sujet. Ça, c'est un symbole? Ça s'est posé pour la taxe d'habitation. Oui, il faut un symbole? Je ne suis pas populiste, donc je n'aime pas beaucoup les symboles. Il faut faire payer les riches, etc. Mais il y a une question de justice sociale. C'est comme ça qu'il faut le prendre. La justice sociale, c'est ceux les plus aisés qui paient davantage. Alors ça y est, Emmanuel Macron a ses insoumis. 50 députés qui s'abstiennent et qui le font savoir sur la loi anti-casseurs, et puis un député qui quitte le groupe parce que la politique de transition écologique ne lui satisfait pas. Ça commence à, non pas fracturer, mais se fêler un petit peu. Oui, alors on est sur un sujet qui était le sujet de la sécurité. Je me souviens bien quand j'étais numéro 2 de Gérard Collomb, que quand il y a eu la loi sécurité de Gérard Collomb, déjà... on avait senti dans le groupe En Marche de grandes interrogations. Oui, mais ils votaient. Ah, mais ils ont voté à ce moment-là. Oui, mais alors le vote, ça dépend de beaucoup de circonstances. Et peut-être, je lisais ce matin dans la presse, que certains disaient qu'ils n'avaient pas assez débattu en interne de sujets. C'est toujours l'intérêt dans un groupe de débattre et d'apaiser aussi les opinions, si je puis dire, et d'amener sur des positions médianes. Est-ce que ça vous rend plus attentive? Est-ce que ça vous oblige à être plus attentif, plus prudente dans votre relation avec ce groupe qui, commence à être un peu moins un groupe en bloc? Je crois que les ministres doivent s'impliquer au maximum. Par exemple, moi, j'ai passé une journée et nuit, quand je dis une journée et nuit plus la nuit, dans une commission, parce que là, nous avons un texte, j'ai un texte qui arrive
la création de l'Agence nationale de cohésion des territoires, justement pour faciliter l'aide de l'État auprès des territoires, j'y ai passé beaucoup d'heures, parce qu'il faut donner beaucoup d'explications et on arrive à regagner, je dirais, la confiance sur un certain nombre de sujets. Donc ce ne sont pas des frondeurs, ce sont des râleurs. Ce sont des râleurs, mais ce sont des gens aussi, pour certains, qui sont nouveaux en politique. Et donc, il faut beaucoup travailler, beaucoup expliquer avec eux. Merci beaucoup, Jacqueline Gros.